Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers amis et abonnés de Get to Know Me, merci d'être avec nous aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui reçus dans un ministère très important pour les Ivoiriens par le ministre lui-même, Monsieur le ministre Claude Danho-Paulin. Merci de nous recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie de me rendre cette visite de courtoisie très agréable. Bienvenue à Get to Know Me. Monsieur le ministre, vous êtes donc ministre des Sports, premier magistrat de la commune d'Atekoubé, chef d'entreprise. On voit que vous êtes une personnalité importante de la République. Mais pouvez-vous vous présenter auprès de nos internautes qui vous découvrent ou redécouvrent aujourd'hui? Que dire de plus de ma modeste personne? Je suis Paulin Claude Danho, de père Hachan, donc du peuple Hachan d'Abidjan, particulièrement et pas spécialement d'Atekoubé. Et de ma mère, je suis originaire de Dimokro, un pays Agba. Et c'est là, justement, que je suis né, au début des indépendances. Je suis un enfant des indépendances. J'ai été à l'école à Atekoubé. Et ensuite, le collège, je l'ai fait à Djamé, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de collège à Atekoubé. Et après le BPC, parmi les meilleurs, nous avons été orientés au lycée scientifique de Yamoussoukro. Et c'est là que j'ai fait le bac C, avant de poursuivre à l'université, série scientifique, maths, physique. Ensuite, j'ai fait la licence de physique et la maîtrise d'électronique, avant de poursuivre mes études en France, où j'ai fait Supélec. Donc, je suis ingénieur en automatique et informatique industrielle. On peut voir, hein, vous avez quasiment le même âge que la Côte d'Ivoire. Vous êtes né à Exact. Dimbokro, comme vous l'avez dit. Pouvez-vous nous raconter cette jeunesse entre Abidjan, via des communes populaires, hein, Atekoubé, Adjamé, et l'intérieur du pays, Yamoussoukro notamment? Comment ça se passait dans cette Côte d'Ivoire fraîchement indépendante sous Houphouët-Boigny, quand on était jeune? Disons que notre jeunesse a eu environ 3 parties. La première, c'est d'abord la jeunesse que nous avons connue, l'enfance même à Atekoubé, dans le grand Adjamé de l'époque. Donc, c'est une enfance qui a été bercée par l'initiation à la culture Hachan. Nous avons grandi dans la formation judéo-chrétienne. Moi, je suis un peu produit de l'Église catholique, hein, parce que j'ai été, pendant très longtemps, dans tout mon parcours, forgé à voir, juger et agir à travers la GEC. La jeunesse estudiantine catholique. Catholique, la GEC, voilà, c'est cela. Et ça m'a aussi préservé de beaucoup de choses dans cet environnement qui n'était pas facile, de quartier populaire. Ça nous a donc forgé un caractère à la fois d'autonomie, de service et de partage avec la communauté. Et après donc, cette première phase, ayant un socle de formation à la fois spirituelle et scolaire assez fort, j'étais parmi les meilleurs à Abidjan, orienté au lycée scientifique de Yamoussoukro. Donc ça a été la deuxième partie à l'intérieur du pays, mais dans un environnement très aseptisé, parce que le lycée scientifique, ce n'est pas l'intérieur du pays. Oui. Le président Houphouët-Boigny avait voulu rassembler en ces lieux les meilleurs de toute la Côte d'Ivoire. Après le premier cycle, tous les meilleurs, parce qu'il voulait en faire une élite pour la Côte d'Ivoire de demain. Parce qu'il disait toujours que l'avenir appartient à la science, à la technique et à la technologie. Donc de façon prémonitoire, il avait raison. Donc nous avons fait le lycée scientifique de Yamoussoukro pendant 3 ans, avec beaucoup d'amis que vous connaissez aujourd'hui, les plus célèbres, avec qui nous avons fait le bac en classe, dans la même classe, seconde, première, terminale. C'est le ministre Thierry Tano, par exemple, voilà, pour ne pas citer les autres. Oui. Voilà, pour ne pas citer les autres. Donc après notre bac, moi j'ai fait le bac C, scientifique. Bon, eux, ils ont continué en commerce, brillamment en commerce. Nous sommes allés dans les filières scientifiques. Donc moi, je suis revenu à Abidjan pour faire la troisième partie de la vie universitaire à Abidjan. Voilà. Donc cette vie universitaire à Abidjan, j'étais à la fac où j'ai fait le DUS, maths physique, après la licence de physique et la maîtrise électronique. Mais concomitamment à ça, je me suis impliqué dans la vie sociale et universitaire. D'accord. Voilà, parce que déjà depuis le collège, nous étions les porteurs du mouvement des élèves étudiants de Côte d'Ivoire. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de génération spontanée. La politique, on la commence pratiquement au berceau. J'ai commencé cela déjà au collège, le mouvement des élèves étudiants, le MEUSI, qui existait à l'époque. Et ensuite, ça a été au lycée. Nous avons été les responsables
ce mouvement. Et à l'université, j'ai poursuivi comme responsable de ce mouvement politique, de formation politique de la jeunesse. Et au niveau de l'université, je suis le créateur, le fondateur à l'université de l'ensemble vocal de l'université. L'ensemble vocal de l'université. Donc j'avais 3 cordes à mon arc à l'université. Il y avait le MEUSI, il y a l'ensemble vocal de l'université qui était beaucoup plus culturel parce que j'avais un père grand musicien qui est le père Pierre-Michel Pango qui a composé la musique de l'hymne national. Oui, l'Abidjanaise, donc, oui. L'Abidjanaise, donc c'est avec lui que j'ai monté l'ensemble vocal de l'université de Côte d'Ivoire. Et la troisième, je disais qu'il y avait trois cordes à mon arc. Le troisième, c'est le volet engagement spirituel. Oui. J'étais le premier président de la GEC universitaire. D'accord. Voilà, donc voilà un peu l'environnement que je peux vous décrire du parcours au collège, depuis le collège jusqu'à l'université. Après votre bac, justement, vous êtes lancé dans les études supérieures de physique et de maîtrise électronique. Pourquoi ce choix-là d'études supérieures qui pouvait paraître singulier à l'époque? Disons que, ayant une orientation scientifique, je ne voulais pas terminer dans l'enseignement des sciences. Je voulais plutôt aller vers la pratique de la science. D'accord. Et à l'université, l'opportunité que nous avions, c'était d'aller vers une option, des unités de valeur plus techniques. Et la seule unité de valeur technique, quand on faisait maths physique, c'est de faire une licence de physique et une maîtrise avec les unités de valeur électroniques, parce que je voulais être ingénieur. Justement, après cette première partie en Côte d'Ivoire, vous partez en France pour poursuivre vos études supérieures. Vous pouvez nous raconter ce qui peut paraître pour un grand saut dans l'inconnu? Disons qu'à l'époque, aller poursuivre ses études en France n'était pas exceptionnel. C'était pas exceptionnel parce qu'il n'y avait pas des problèmes de visa, de tout ça. Donc, ce n'était pas exceptionnel. Mais je voulais être ingénieur. Mais j'ai fait des tests parce que bon, ce n'était pas linéaire comme ça, aller en France. J'ai d'abord fait les tests pour m'orienter. À un moment donné, j'ai fait le test, même j'ai failli être militaire. Ah, militaire. Oui, parce que j'étais admis au concours des EOA, des officiers d'active. Oui. J'ai fait aussi le concours d'Air Afrique pour être pilote. J'étais admissible, donc j'étais au Bourget pour faire le test en France. Et puis finalement, tout cela ne correspondait pas un peu à ce que je ressentais. J'ai préféré terminer le cycle universitaire par un diplôme d'études spécialisées en automatique, informatique industrielle, m'orienter vers les études d'ingénieur parce que je sentais ça beaucoup plus. Donc voilà un peu comment je me suis orienté. Donc ça n'a pas été linéaire. Hein. Oui. J'ai beaucoup hésité. J'ai fait le concours des EOA, j'ai fait le concours des pilotes à l'époque, d'Air Afrique. J'ai même été admissible. J'étais au Bourget pour faire les tests, pour aller à l'école navale de Toulouse. Et puis à l'école d'aéronautique de Toulouse, oui. Pas navale, l'école d'aéronautique de Toulouse. Et puis, bon, chemin faisant, entre tous ces tests, j'ai trouvé ma voie, qui était d'être plutôt fait ingénieur en automatique et informatique industrielle. On voit que dans la jeunesse du ministre Paulin-Claude Danho, il y a un fil conducteur qui est l'excellence. Vous êtes d'accord avec moi? Disons que je recherche toujours quelque chose de fort et je veux toujours être parmi les porteurs d'une nouvelle façon de voir. Je suis toujours en train de chercher à porter tout plus haut, toujours plus haut est le flambeau. Comme diraient les latins, toujours plus haut, semper altior. Voilà, quelque chose de plus haut pour moi-même, parce que c'est un peu aussi l'éducation qu'on a reçue de nos parents. Chercher à être avec ses frères, avec tout le monde, mais toujours chercher à porter très haut l'honneur de la famille. Très bien. Donc, vous êtes étudiant en France, vous commencez votre carrière professionnelle en France avant de revenir en Côte d'Ivoire, puis de vous lancer de vos propres ailes en créant votre propre entreprise de consulting. Vous pouvez nous raconter un peu la construction du grand professionnel que vous êtes aujourd'hui? Disons que j'ai eu beaucoup d'opportunités parce que la vie, sont les opportunités qu'il faut savoir saisir. Et puis Dieu lui-même vous aide en vous traçant le chemin. J'ai fini mes diplômes. J'ai eu la chance de tomber sur une entreprise une entreprise américaine, GTA, dans le lighting, qui m'a permis de faire un projet très important. Comment optimiser les process de production des lampes que vous avez, les lampes, les lampes que vous avez aujourd'hui, le lighting. Leur production répond à des normes très serrées.
Et ça a été le thème de mon stage d'ingénieur. Alors quand j'ai fini ce stage, l'entreprise voulait me garder en France. Mais moi, j'avais envie de rentrer parce que tous mes amis qui avaient fini leur diplôme rentraient. Oui. Et avaient des postes assez intéressants au pays, donc ils étaient très à l'aise. C'était facile de trouver du travail à cette époque-là pour un jeune diplômé? Mais bien sûr, il n'y avait pas de problème majeur parce que notre économie était florissante, mais aussi parce que quand on avait fait des formations assez pointues et assez recherchées, on n'avait pas de problème majeur pour avoir des postes dans l'économie de la Côte d'Ivoire de cette époque. C'est des années 80. On n'avait pas encore basculé complètement dans la conjoncture et dans les difficultés des années 90. Donc nous, on termine nos études dans les années 86, 87. Voilà. Et moi, j'étais en France, quand j'ai fini mon diplôme d'ingénieur, mon test, l'entreprise GTA voulait me garder. Mais l'entreprise avait comme client une entreprise d'informatique Bull, qui, elle, avait une agence en Côte d'Ivoire. Donc, je me suis dit que si je fais tout pour rentrer dans cette entreprise, je suis sûr de pouvoir un jour revenir au pays. Oui. Donc, voilà un peu ce qui m'a guidé. Donc, j'ai fait le test d'embauche dans l'entreprise. J'ai fait 3 tests d'embauche. Et il y a 2 qui ont particulièrement marché chez Bull et dans une entreprise à Libère, qui n'existe plus aujourd'hui, mais où se trouve aujourd'hui l'échangeur de Marcory à Trècheville. Vous voyez là, il y avait une entreprise qui s'appelait Alibert là. D'accord. Voilà, Alibert qui fabriquait les seaux. Vous voyez les seaux. Là. Donc j'ai fait un test là-bas, j'avais été retenu par cette entreprise parce qu'elle fait la même chose que ce que je faisais pendant mon stage d'ingénieur. Donc j'avais été retenu là et j'ai fait aussi le test pour rentrer chez Bull, qui était aussi un client de GTA. Voilà, donc quand je suis rentré au pays, j'avais donc 2 opportunités et j'ai saisi l'opportunité de Bull, qui me permettait donc de retourner en France pour faire une formation de technico-commercial d'ingénieur d'affaires. Oui. Donc je suis retourné, je suis rentré et je suis retourné chez Bull à Val-de-Fontenay, où je suis resté pratiquement 1 an en formation et dans le circuit pour bien connaître l'entreprise. Voilà. Donc du coup, ma formation d'ingénieur qui devait m'amener à technico-commercial, non, pour être ingénieur technico-commercial chez Bull, parce que Bull, c'est l'entreprise qui a équipé toute l'administration et de nombreuses entreprises pour l'informatique, dans l'informatique, la douane et tout cela. Alors, je suis rentré chez Bull, en France, à Val-de-Fontenay, et puis je travaillais sur un projet très important qui était celui de l'appel d'offres pour équiper la Banque centrale. La Banque de France. La Banque centrale. La Banque de France est équipée Bull. Oui. La Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest a lancé un appel d'offres assez important. Donc j'ai dû rester en France pour travailler sur ce projet. Et à la fin de ce projet, cet appel d'offres, j'ai eu mon rêve se réaliser. J'ai été ramené à Abidjan, où je suis resté chez Bull à Abidjan jusqu'en 93 pratiquement. Voilà, de 87 à 93, je suis resté pratiquement 5 ans, 6 ans, mais j'ai beaucoup appris. J'ai appris ce qu'était une entreprise, j'ai appris le marketing, j'ai appris le commercial, j'ai appris le management, tout cela pendant ces années, et ça m'a donné l'envie de faire un peu plus. Mais ma vie a basculé aussi, pour être sincère avec vous, parce que j'étais quand je suis rentré au pays, on avait des clubs d'amis. Oui. Des clubs d'amis où on se retrouvait, certes, parce que nous sommes amis depuis le lycée scientifique, justement. Et tous ces amis avaient des postes dans l'administration et surtout dans le privé. Dans le privé. Et on s'était dit qu'il fallait avoir des moments de brainstorming pour créer nous-mêmes quelque chose à nous-mêmes. Oui. Des micro-entreprises pour répondre aux besoins de la classe moyenne naissante. C'est comme cela qu'on avait créé de façon informelle, en back-office, des petits cabinets de réflexion et des opportunités d'affaires. C'est comme ça qu'on a créé, nous-mêmes, les quelques amis, une entreprise qu'on appelait Cogito. Pour prendre le sigle, je pense donc que je suis Cogito ergo sum. Du latin encore une fois. Oui. C'est la culture catholique judéo-chrétienne. Oui, c'est ça. Donc, on a pris donc le nom de Cogito, communication,
pour adresser le marché naissant des économies, de l'économie naissante. Voilà, donc mais ça c'était en back-office. Et puis, il y a eu un déclencheur qui a fait que j'ai décidé de franchir le pas, de quitter mon confort d'ingénieur chez Bull, parce que je m'occupais de chez Bull, je m'occupais de l'administration financière et des assurances et des banques. Donc c'est moi qui ai conduit, par exemple, l'informatisation à l'époque de la BIAO. Je travaillais sur les douanes, l'informatisation de la douane, voilà. Donc, et de la solde. C'est ce que je faisais chez Bull. Oui. Alors, et les assurances, hein, l'Union africaine et tout cela, c'est moi qui suivais, qui pilotais l'informatisation de toutes ces structures-là. Mais il y a eu dans ma vie, et dans la vie souvent, il y a un déclic qui vous amène à faire un saut, qui peut être qualitatif. Et dans mon cas, c'est cela. J'ai perdu mon ami de classe depuis le lycée, qui est devenu mon frère à l'université et mon frère dans la vie. Je l'ai perdu, il nous a quittés à 33 ans. On avait 33 ans et il est parti. Il nous a quittés à 33 ans, Adama Sanogo, qui était un peu le concepteur de tout ce que nous pouvions avoir comme projet pour nous-mêmes. Et on avait créé cette petite entité, et quand il est décédé, je ne voulais pas que cette entité meure. Parce que c'était comme s'il mourait 2 fois. Et j'étais le seul en position de pouvoir faire ce saut qualitatif très risqué. Parce que laisser le confort d'une entreprise internationale et puis aller reprendre une initiative pour en faire une entreprise et vivre de cela, ce n'était pas évident. C'est un peu cela qui m'a permis de basculer chez Nostalgie. Parce que notre idée, c'était d'être une agence conseil et une régie pour générer du business sur un support audiovisuel. Et ce support a été créé, c'était Nostalgie. D'accord. Et donc, en ce moment-là, il y a eu d'autres petits problèmes au niveau de Nostalgie avec le président du conseil d'administration, qui lui avait eu un problème politique en 1993, vous vous souvenez. Alors donc, j'ai dû monter au créneau pour ne pas que cette entreprise disparaisse, mais surtout à cause en mémoire de mon meilleur ami, mon frère. Et ce saut m'a permis de ne plus revenir en arrière, de continuer. Et donc, après cet intermède, cette parenthèse de Nostalgie, qui a été sauvée, qui aujourd'hui est devenue une entreprise florissante, comme vous le constatez. Vous avez connu l'actuel Premier ministre à Nostalgie? Bien sûr, c'était lui le président du conseil d'administration, qui avait été, à cette époque-là, qui avait été arrêté en 1993. Et pour ne pas que l'entreprise disparaisse, j'ai dû être le président pendant cette période. Avez-vous seulement imaginé une seule seconde que 25 ans plus tard, vous siégeriez dans le même gouvernement? Mais c'est ça le destin des hommes. Et on ne peut pas échapper à son destin. Sauf qu'on savait qu'on pouvait apporter notre pierre à l'édification de ce pays d'une manière ou d'une autre. Parce que dans la vie, il n'y a jamais de génération spontanée. C'est ce qu'on se donne comme perspective qui trace le chemin de demain. C'est pour cela que après cette parenthèse qui était rapide, j'ai voulu pérenniser ce que nous avons continué. Donc j'ai créé une entreprise formelle pour mettre mon expérience d'ingénieur, conseil, à la disposition des entreprises, faire mon métier, faire du commercial, mais surtout approfondir le marketing dans l'audiovisuel, qu'on avait commencé à faire avec Cogito. Donc j'ai créé Convergence. J'ai créé Convergence en 1995. Disons que j'ai créé Convergence quelques années après, donc non, même pas quelques mois après, en 1995. J'ai créé Convergence qui était un peu, qui avait comme sous-bassement Cogito, donc l'action dans l'audiovisuel, mais j'ai ajouté aussi mes compétences d'ingénieur, de conseil, voilà, dans le domaine de l'optimisation des process. Voilà, donc j'ai commencé Convergence, qui a été une entreprise très florissante, qui a été une entreprise internationale. Alors donc Convergence, je l'ai appelé Convergence DS, Danho et Sanogo Communication. En hommage à votre ami. En hommage et en souvenir de mon ami Sanogo Adama.
Toujours. Voilà. Donc, on voit vous créer votre agence Convergence. Donc, juste après Radio Nostalgie, on parlait du Premier ministre, ministre de la Défense, M. Ahmed Bakayoko. Donc, ça nous amène à votre engagement politique. Pourquoi vous décidez en fait de vous engager dans l'action publique, en politique, pour votre communauté? Mais je vous dis qu'il y a un fil conducteur. Je rappelle toujours qu'il n'y a jamais de génération spontanée. Oui. L'action politique, je le commence déjà... Avec le MESI? Au collège. Au collège, oui. D'une part, oui. Avec le MESI, ça c'est l'action politique, la formation politique, l'engagement politique. Je le fais au collège, je le fais au lycée, je le fais à l'université. Mais concomitamment à cela, je fais une autre action. C'est le mouvement d'action catholique qui forge le caractère, qui forge le jugement, c'est la GEC. Et nous avions comme démarche très importante des formations spirituelles et d'engagement dans l'action sociale, c'est de voir, de juger et d'agir toujours à la lumière de notre foi et de nos convictions. Donc quand je fais tout ce parcours et que je rentre dans la vie active, je me dis qu'est-ce que je peux faire dans la vie active. Quand je suis ingénieur chez Bull, je suis ingénieur dans le privé, je m'oriente vers deux actions majeures. La première action, c'est de dire que je viens d'Atekoubé, je viens d'un quartier populaire. Je suis un des jeunes, quand je regarde dans ma génération, pratiquement le seul qui a fait un bac C, oui. Qui a pu s'en sortir après des études d'ingénieur en France et qui travaille dans une entreprise privée. Donc je me dis que quand je retourne à Atekoubé, que je vois autour de moi beaucoup de désespérance, je me suis dit qu'il y avait quelque chose à faire pour aider ces jeunes qui avaient besoin de repères, pour aider nos parents qui avaient besoin d'être soutenus. Et j'avais besoin de m'engager dans l'action sociale, de proximité. Donc, en 90, à la fois, j'ai fait la politique auprès des doyens, oui. Nkumo Mobio, oui. Qui est déjà maire, et que nous avons soutenu dans l'action politique. Déjà, quand nous étions étudiants, pour qu'il soit élu maire d'Atekoubé, nous étions les jeunes. On a créé l'Union des jeunes de la commune d'Atekoubé, le J4, pour le soutenir. Donc, je décide, logiquement, de venir à ses côtés pour être sur le terrain, pour agir en faveur des jeunes, au niveau de l'école, au niveau des actions d'animation citoyenne. Donc en 90, je suis élu conseiller municipal. Mais déjà, avant d'être élu conseiller municipal, on a créé l'Union des jeunes de la commune d'Atekoubé pour aider les jeunes, donc dans les années 80, quand on était encore élèves et étudiants. Donc il y a ce volet-là tout le temps. Je n'ai jamais eu de lien rompu avec le territoire. Mais en 90, je le confirme. Je le confirme. Ça, c'est l'action au niveau politique dont on parlait tout à l'heure. De façon formelle, je m'engage au niveau du PDCI. Je suis l'un des secrétaires de section aux côtés des anciens. Et en ce moment-là, c'est un choix qu'il fallait faire. Parce qu'en 90, il y a le multipartisme. Oui. Je suis ingénieur dans le privé. Nous sommes les jeunes cadres. Donc, logiquement, avec le parcours qu'on a eu universitaire, de la contradiction et de la théologie de libération dans laquelle on a grandi, pour nous, nous devions être forcément des gauchisants. Oui. Donc la plupart des amis de la GEC d'ailleurs vont créer un parti qu'on appelle le PIT. D'accord. Oui, ils vont créer le PIT avec les professeurs d'université et tout cela. Mais nous autres, nous faisons le choix de rester fidèles à la mémoire et à la démarche. Pas à la mémoire, à la démarche du président Félix Houphouët-Boigny. Parce que nous disons qu'il a une vision prémonitoire de nous former. Il a une lecture d'un social hardi, d'un libéralisme certes, mais d'un social hardi. Et nous pensons que c'était la meilleure méthode, la meilleure vision, la meilleure idéologie pour la Côte d'Ivoire, malgré les faiblesses. Parce qu'il y avait une crise économique. Il y avait une crise de gouvernance à cette époque-là. D'ailleurs, qui a amené le président Félix Houphouët-Boigny à aller chercher le Premier ministre Alassane Ouattara, qui est devenu aujourd'hui le président de la République. Donc, nous sommes en 90 et nous faisons ce choix. Mais en même temps que nous faisons le choix politique, moi, je n'ai jamais manqué d'être toujours au contact des populations. Parce que ce que nous recherchons, nous, c'est la transformation qualitative de la vie de nos concitoyens. C'est ce qui m'amène à la fois
à m'engager sur le plan local, mais aussi à m'engager sur le plan de la vie de tous les jours avec la création du Rotary. Le Rotary, oui. Parce que le Rotary, c'est ça, le service des autres, le service des plus démunis, ceux qui n'ont pas les maillons les plus faibles de notre tissu social. Donc vous voyez bien que l'action politique, elle est locale, mais l'action de service de la communauté, elle est plus large, à travers un club service. Toujours servir. Voilà. Donc voilà un peu les deux axes. Servir à travers le Rotary, toujours servir, mais servir dans la proximité, dans une action politique de transformation de la vie de nos concitoyens. Et l'instrument, c'est la commune. Voilà comment je commence très tôt mon engagement dans la commune, qui est la suite logique de mon engagement dans la Técoubé, et puis le service de la communauté, qui est ce qui me reste de l'AGEC, servir la communauté, apporter assistance dans le monde. Parce que pour nous, c'est ça, servir la communauté. Ce parcours politique qui est linéaire, hein, vous amène aujourd'hui à être membre du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, un gouvernement dirigé, mené par le parti au pouvoir, le RHDP. On a vu que vous avez commencé au PDCI. Pourquoi cette évolution? Comment l'expliquez-vous? Non, mais l'évolution, c'est très simple. Moi, j'ai été élu en 90 et je suis l'un des délégués du parti à Técoubé. C'est nous qui tenons la maison. En 95, je suis élu maire adjoint. Et en 2000, il y a un coup d'État. Le PDCI perd le pouvoir. C'est en ce moment-là qu'il y a un peu de désordre au niveau des militants désemparés. Et c'est en ce moment-là que nous décidons, nous, de ne pas laisser tomber le flambeau. Oui. Je monte au créneau et je gagne les élections municipales contre le parti au pouvoir. En 2001. En 2001. Et depuis, j'ai toujours été réélu jusqu'à ce jour. Mais dans la vie politique, pour parler de la politique, du PDCI au RHDP, faut savoir que le RHDP est né de la volonté du président Henri Konan Bédié et du président Alassane Ouattara de rassembler les enfants de Houphouët-Boigny qui avaient perdu le pouvoir depuis 2000 et nous étions en train d'aller vers les élections de 2005 qui n'ont pas eu lieu et les élections en fin de 2010. Oui. Donc en 2005, ils décident donc de rassembler parce que ce sont leurs divergences qui a conduit certainement à cette situation. Ils décident de se remettre ensemble, de rassembler tous les enfants de Houphouët-Boigny, ceux qui ont la même idéologie, la même vision, qui ont bénéficié de ces conseils pour en faire le socle de la stabilité de la Côte d'Ivoire. Donc nous qui sommes PDCI, nous rejoignons naturellement le RDR qui lui-même était une émanation du PDCI pour reformater et remettre ensemble les enfants de Houphouët-Boigny. Voilà d'où est parti le RHDP. Oui. Voilà, donc le RHDP se consolide et gagne les élections en 2010 pour ramener le fouettisme au pouvoir. Voilà ce qui se passe jusqu'en 2010. Vous avez bien noté que de 2010 jusqu'à très récemment encore, il y avait cette dynamique unitaire. Donc nous sommes restés dans la dynamique unitaire jusqu'à ce qu'il y ait une lecture politicienne de positionnement personnel entre le président Bédié et le reste du RHDP. Bon, aujourd'hui, les choses sont beaucoup plus claires. On comprend que c'est parce qu'il voulait être candidat qu'il souhaitait que le RHDP soit à sa disposition. Mais nous pensons, nous étions convaincus avec le président Alassane Ouattara qu'il fallait passer à une nouvelle génération. Si je peux me permettre, le PDCI, c'est toute votre vie. Aujourd'hui, quelle est votre vision sur ce parti? Mais ce n'est plus le même PDCI, malheureusement. Parce que nous sommes venus au PDCI, comme je vous l'ai dit, en 90, au moment où il fallait faire un choix. Oui, et vous aurez pu déjà partir. Mais nous sommes restés parce que nous sommes convaincus de l'idéologie et de la démarche du président Félix Houphouët-Boigny, qui a bâti ce pays sur du socle, sur du roc. Et nous sommes restés. Et ce PDCI, qui était un parti fort, un parti qui avait un brassage fécond de l'ensemble des Ivoiriens, un parti qui allait du nord au sud, de l'est en ouest, un parti en passant par le centre. Ce n'était pas un parti régional. Mais aujourd'hui, regardez vous-même, le PDCI n'a plus d'ancrage dans le pays. Au nord, le PDCI est devenu une relique. Donc le PDCI actuel n'est plus à simplement l'enveloppe. Il n'a pas l'essence de ce PDCI. Mais n'a plus l'essence, n'a plus l'ossature, n'a même pas l'ancrage.
Donc ce n'est pas notre PDCI que nous avons connu. Bon, ce qui fait que nous sommes très à l'aise. Nous sommes plus pour la dynamique unitaire. Et nous sommes les seuls à avoir immortalisé le nom de Houphouët-Boigny dans un parti. Même le grand Mandela. L'ANC n'a jamais été débaptisé pour porter son nom. L'ANC est resté l'ANC. Mais nous avons voulu immortaliser ce que le président Houphouët-Boigny a fait de grand et de beau dans ce pays, en rassemblant tous ses enfants, d'où est parti le rassemblement des Houphouëtistes. Il n'y a pas plus fort que ça. Des Houphouëtistes, ceux qui veulent immortaliser sa vision, son idéologie, et immortaliser ce qu'il a fait de beau et de grand dans ce pays pour la démocratie et la paix. Démocratie et la paix. Donc je pense que il ne faut pas rester dans la nostalgie. Dans la nostalgie. Parce que le monde évolue. Quand on prend en France, par exemple, tous les grands partis ont évolué. Depuis De Gaulle, le parti qu'il a créé ne s'appelle même plus aujourd'hui les gaullistes. Ouais. Non. Ça a changé de nom. UPF, c'est passé le RPR, l'UMP. Les Républicains. Aujourd'hui, maintenant, c'est les Républicains. Ouais. Mais le fondement gaulliste est toujours resté. Tandis que nous, le fondement oufouettiste est là. Ce sont les enfants de Houphouët-Boigny qui sont venus, nonobstant les ambitions personnelles des uns et des autres. Bon, mais toujours légitimes. Totalement légitimes. Mais nous sommes restés dans la dynamique unitaire et nous sommes à l'aise. Parce que ce que nous souhaitons, in fine, c'est de faire en sorte que ce pays reste un pays de paix, un pays de dialogue, mais surtout un pays de progrès, dans la vision libérale qu'Houphouët-Boigny a fait. Mais un libéralisme à visage humain, avec un social hardi. C'est ça que nous sommes en train de faire. Mais nous ne sommes pas dans une idéologie socialisante, dans la violence. Bon, c'est pas le... Et ça, malheureusement, le PDCI dont vous parlez, aujourd'hui se retrouve dans des alliances, pour nous, qui sont... Enfin, contre nature? On ne peut pas dire contre nature en politique, mais disons que c'est des alliances qui sont hybrides et qui n'augurent rien de bon, parce qu'il n'y a aucune vision. Il n'y a même pas de programme. Regardez, nous sommes à quelques semaines, comme 10 semaines des élections présidentielles. Mais quelle alternative crédible vous avez en face de vous? Il n'y a pas. Nous avons un programme. On a une perspective pour les Ivoiriens. On a un programme de développement de 2020 à 2030 qui est connu. On sait ce qu'on peut faire pour l'école. Ce qu'on a déjà fait, ce qu'on peut faire demain. On a mis en place un programme de soutien, économique et social et humanitaire à la disposition des entreprises pour redresser le pays à cause de la pandémie à coronavirus. La Côte d'Ivoire devait être à une croissance de 7%. Aujourd'hui, avec la crise, oui, on risque même de basculer en récession si la crise perdurait. Donc il fallait mettre en place un programme solide pour tenir le pays. Mais ça nécessite de la vision, de l'expérience et de la perspective. Ce n'est pas des manifestations, ce n'est pas en brûlant quelques pneus. Ça ne changera. Ce n'est pas une perspective. Ce n'est pas une perspective pour l'avenir. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont besoin aujourd'hui d'avoir des repères sains, des repères clairs. Et les jeunes de Côte d'Ivoire ont du talent. Mais quand je vous vois, je suis émerveillé de savoir que des jeunes décident, pour construire leur avenir, de monter une entreprise de communication audiovisuelle sur le net. L'avenir de notre pays passera par là. Nous nous rappelons en 90, quand j'étais encore chez Bull, en formation, on nous disait que les métiers de demain, H90, les années 90, n'existaient pas. Les métiers de demain n'existaient pas encore en 90. Et c'était vrai. Parce que les métiers de 2000, qui sont sortis en 2000, n'existaient même pas il y a quelques années. Est-ce qu'on pouvait parler des webmasters? L'économie numérique qui a pris son envol aujourd'hui, oui, mais qui pourrait s'imaginer il y a quelques années que cela allait prendre cet envol-là? Même nous, qui avons fait des diplômes en automatique, informatique industrielle. Nous qui avons été dans la communication, je ne peux pas imaginer aujourd'hui qu'on puisse créer une télévision sur la Web TV. L'économie numérique va devenir l'économie de demain. Mais il faut que les jeunes d'aujourd'hui prennent leur envol, mais qu'ils ne soient pas orientés vers un tunnel politique. Et moi, je pense que la politique, c'est bien, mais elle doit aider à ouvrir des perspectives. Quand une politique n'ouvre pas de perspectives, ce n'est plus une politique. Ça devient de la politique politicienne sans envergure. Et là, on fait les débats sur des thèmes juridiques fumeux. Mais ça va porter quoi au pays, objectivement? Le débat actuellement qu'on a, troisième mandat, pas de troisième mandat, bon, enfin, je ne sais pas.
Ce qui est plus pertinent pour les jeunes, c'est de dire qui propose quoi, qui est capable d'apporter la stabilité à notre pays, qui est capable de donner un cadre macroéconomique solide à notre pays pour que nous puissions, nous, avoir des perspectives pour nous-mêmes et pour nos familles. Qui trace les chemins du développement pour que nous puissions, nous, demain, avoir des logements, de l'électricité stable. Qui trace les perspectives pour que demain, nous puissions prendre notre chance, parce que nous avons été formés dans l'entrepreneuriat, parce que nous pouvons avoir un modèle économique pour nous permettre de faire des choses. Moi, je suis le ministre des Sports. Oui, justement, on va en parler. Je peux vous dire que dans ce pays, depuis les indépendances jusqu'à maintenant, on n'a jamais autant investi dans l'infrastructure sportive que ce que le gouvernement est en train de faire. Plus de 300 milliards investis pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures sportives. D'un côté, ça booste l'économie. C'est ce qui est en train de se faire. On est en train de construire le stade à Korogo avec des sites d'hébergement. Yamoussoukro, San Pedro, Bouaké et Abidjan même. Et Bempé. Non, Mbépé, c'est autre chose. Oui. Ça vient en additionnel. Oui. Le plus grand stade d'Afrique noire, pratiquement, qu'on vient de construire ces dernières années, oui, c'est le stade de la Cité olympique de Bempé. Oui. Plus de 60 milliards. L'inauguration est prévue pour quand? L'inauguration aurait dû se faire maintenant. N'eût été la période. Au mois de mars, il me semble, non? Oui, on doit le faire le mois de mars, mais à cause de la situation de la pandémie à coronavirus, il fallait donc prendre un peu de recul pour voir comment cette situation allait évoluer. 60 000 stades, 60 000 personnes réunies. Oui. Donc la pandémie ne permettait pas cette situation. Donc on a dû surseoir pour attendre et voir comment cela va évoluer. Mais sinon, le stade est prêt. Justement, M. Paulin-Claude, aujourd'hui, vous êtes aux côtés du président Alassane Ouattara en tant que ministre des Sports. C'est un ministère extrêmement important, parce que quand on parle du ministère des Sports, on parle de la pratique sportive évidemment, mais aussi on parle d'éducation, on parle de santé. Comment appréhendez-vous en fait l'importance de cette charge-là? Comment ressentez-vous en fait cette responsabilité que le président vous a confiée? C'était un grand défi. Quand j'ai eu l'opportunité d'être appelé aux côtés du président de la République par le truchement du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est un homme qui avait une vision. Il concevait sa fonction comme un sacerdoce. Comment répondre aux grands défis pour notre pays? Et il m'a dit, avec ton parcours, avec ce que je vois de toi, de ce que tu as été capable de faire au niveau local, au niveau de l'animation citoyenne et de ton engagement dans la vie civile, je pense que tu peux répondre aux défis du sport. Parce que nous voulons que le sport devienne une industrie. Or, toi, tu as travaillé dans le privé. Nous voulons que le sport serve à la cohésion sociale. Toi, tu es maire, donc tu connais l'animation citoyenne. Et nous voulons que le sport devienne une rampe de lancement pour les jeunes générations, en professionnalisant le sport. Et puis, in fine, nous voulons que le sport assure le rayonnement de la Côte d'Ivoire en glanant des lauriers. Tu es un homme de challenge, voici le chemin que voici la feuille de route. Et je pense que tu dois pouvoir le faire. Donc j'ai perçu ça comme un grand signe de confiance. Et j'ai essayé de faire en sorte que le sport sorte de l'informel. Et c'est ce que nous avons fait. La loi 856 du 22 décembre 2014 n'avait pas encore été appliquée. Donc le sport n'avait pas un socle juridique pour pouvoir prendre son envol. Quand vous voulez créer une industrie, il faut que il y ait un socle juridique. Nous l'avons fait. Aujourd'hui, c'est terminé. La loi sur le sport est appliquée. Les fédérations ont un agrément, ont une délégation de pouvoir pour développer les filières sportives et bénéficient d'une convention d'objectifs. Donc c'est clair, le sport est sorti de l'informel. Et nous avons mis en place la politique nationale du sport de 1996 à 2000. Là aussi, nous avons fait un accélérateur pour que le sport ait plus de visibilité. Mais pour que tout cela s'accompagne, devienne une réalité, maintenant qu'on a sorti le sport de l'informel, il fallait les infrastructures. Oui. Nous avons 2 programmes d'infrastructures assez solides. L'infrastructure de la CAN, dont j'ai parlé tout à l'heure, pour doter la Côte d'Ivoire d'infrastructures solides pour accueillir les grands événements, notamment la CAN 2023, mais surtout faire en sorte qu'il y ait la pratique sportive de proximité pour assurer le bien-être des Ivoiriens. Faire la corrélation entre le sport et la santé. Et
que le sport serve aussi à rapprocher les Ivoiriens pour renforcer la cohésion sociale. Donc nous avons lancé les journées du bien-être et la cohésion sociale. Et dans la proximité, on a commencé à mettre en place des infrastructures de proximité en commençant par les agoras de Koumassi. Et on doit dupliquer ces agoras dans 90 villes. Nous avons un autre programme qu'on appelle le Précis, le programme de renaissance des infrastructures et des équipements sportifs. Donc toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire, les 201 communes de Côte d'Ivoire, en fonction des catégories de leur taille, devaient bénéficier d'infrastructures de proximité. Ce programme aussi est prêt pour 50 milliards. On devait le lancer, n'eût été la pandémie, mais le projet est prêt. On a fini avec les appels à manifestation d'intérêt et le moment venu, ce programme devait permettre un maillage territorial différent. Parce que pour que le sport devienne une industrie, il faut bien qu'il y ait des infrastructures. Il faut qu'il y ait des usines de fabrication. C'est ça, les infrastructures sportives. Donc, c'est pour vous dire que c'est un challenge conduit le ministère des Sports dans notre pays en ce moment, par les infrastructures, par la vision politique, faire en sorte que le sport rapproche, rassemble et que le sport aide aussi à lutter contre les maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires, beaucoup d'AVC. Il faut une pratique régulière d'activité physique et sportive. On voit le programme est vaste. Vous nous recevez aujourd'hui dans vos bureaux. À quoi ressemble une journée typique du ministre des Sports que vous êtes? Mais la journée commence par faire du sport. Évidemment. Ça qui me concerne. Voilà, donc je fais un peu de sport à domicile pour maintenir la forme et aussi pour dégager l'esprit avant de commencer ma journée. Et puis la journée commence souvent par 3 étapes. Je suis maire d'Atekoubé et je veille à ce que la commune tourne. Donc vous maintenez votre ancrage local malgré vos fonctions non, mais je suis toujours à Atekoubé, mais là, je vais, après vous, diriger ma municipalité qui a réunion tout à l'heure. Non, j'ai ma réunion, j'ai la chance d'être maire à Abidjan. Donc je passe à ma mairie, faire le point avec les services compétents, avec mes adjoints, avec tout le monde, m'assurer que les projets qui ont été, la matrice d'action qui est lancée est en cours d'exécution et que les diligences sont respectées. Et comme je suis à 5 minutes de mon bureau, j'arrive à mon bureau parce que ma commune est juste le plateau. Voilà, donc je viens à mon bureau pour aussi là voir les diligences en fonction de tout ce que nous avions prévu de faire, au niveau des réalisations, des infrastructures, des tests, avec mon directeur de cabinet et mon cabinet, et commencer mes audiences par rapport aux objectifs que nous sommes fixés au niveau du cabinet. Mais ma journée n'est pas finie, parce que je suis aussi le président de l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire. Tout à fait, Donc, généralement, je termine toujours par l'UVUC aussi, où je m'assure que là aussi, le tableau de bord suit son chemin et qu'il n'y a pas de priorité en rade avec la secrétaire générale et avec le directeur général de la structure. Donc c'est une journée, comme vous le voyez, assez remplie, s'il n'y a pas de réunion du Rotary les mardis. Vous êtes toujours actif? Mais bien sûr. Oui, n'eût été le coronavirus, tous les mardis, nous sommes physiquement en réunion. Donc aujourd'hui, ce sont des réunions par vidéoconférence. Donc il y a ça. Et comme je suis un homme de terrain, soit au sorti de ces réunions, de ces journées, j'ai mes réunions politiques. S'il n'y a pas de réunion politique, c'est peut-être des visites à mes concitoyens malades ou bien aller voir des gens qui ont perdu quelqu'un ou assister à une veillée. Vos journées, on peut le voir, sont très remplies. Hein. Si on veut parler un peu d'actualité, dans 3 ans, vous avez parlé de la Coupe d'Afrique des Nations tout à l'heure, qui est censée avoir lieu dans 3 ans. Elle a été reportée une première fois pour des raisons indépendantes de la volonté de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a eu la pandémie à coronavirus. Vous pouvez assurer les Ivoiriens que nous serons prêts pour cette compétition dans 3 ans? Nous serons prêts. Parce que c'est la plus grande compétition sportive qu'on n'aura jamais organisée sur ce territoire. Hein. Et nous sommes prêts. Nous serons prêts en 2023 parce que les infrastructures sportives sont bien lancées. Les infrastructures d'hébergement aussi, parce qu'on a prévu de construire quelques hôtels. Et puis les villas pour les cités Cannes. Tout cela se lance en même temps. Le planning actuellement est bien lancé, tout va être respecté. Le gouvernement de Côte d'Ivoire, vous le savez, a développé et amélioré les plateaux techniques. Le plateau technique médical a été amélioré dans toutes les grandes villes de notre pays, y compris et surtout les villes qui vont accueillir la CAN. Les infrastructures aéroportuaires aussi. Un nouvel aéroport à San Pedro, à Korogo, à Boaké. Donc,
Disons que le pays lui-même, parallèlement aux infrastructures de la CAN, évolue avec des infrastructures importantes en termes de voirie, en termes d'aménagement urbain. La Côte d'Ivoire avance. Donc la Côte d'Ivoire sera prête pour accueillir la CAN 2023. Maintenant, il y a des contraintes exogènes qui ne dépendent pas de nous, qui peuvent venir de la CAF, la CAF elle-même, ou à cause du coronavirus, il peut y avoir peut-être des glissements. Mais sinon, en ce qui concerne le pays, nous serons prêts. Nous serons prêts à accueillir la CAN et nous espérons aussi la gagner. Mais on peut voir actuellement que à la Fédération ivoirienne de football, il y a une sorte de crise de gouvernance quelque part. Quelle est votre lecture de la situation? Vous en préoccupez-vous et est-ce que vous jouez un rôle en fait pour résoudre un peu tout ça? Parce qu'on peut voir que cette crise-là, les Ivoiriens, le peuple ivoirien l'a un peu pris, enfin, comment dire, s'implique d'une certaine façon comme jamais auparavant. Comment voyez-vous tout ça? Quel est le rôle du ministre des Sports pour régler cette situation-là? Le ministre des Sports est le ministre de tutelle de la Fédération ivoirienne de football. Comme je vous l'indiquais tout à l'heure, toutes les fédérations une feuille de route maintenant. Voilà, une feuille de route qu'on appelle le contrat d'objectif. La Fédération ivoirienne de football bénéficie, comme je l'indiquais, d'investissements importants. C'est plusieurs milliards que l'État de Côte d'Ivoire investit pour qu'on ait des infrastructures sportives, notamment pour le football, de très grande qualité. Nous allons organiser la CAN, c'est pour espérer la gagner. Donc, il nous faut donc une équipe fédérale qui se mette en place rapidement. L'équipe fédérale actuelle a fini son mandat. Il y a une nouvelle équipe fédérale qu'il faut mettre en place. Ils ont leurs tests. Il faut qu'ils les appliquent en gardant l'esprit du sport, qui est d'abord fair play. L'esprit du sport qui est la fraternité, la convivialité, le respect des règles. C'est ça le sport, et en particulier le football. Donc nous voulons que rapidement, ils mettent en place une équipe fédérale qui sera notre interface pour que nous puissions faire avancer la filière sportive de notre pays dans tous les domaines. Donc nous suivons cette actualité avec une attention particulière pour éviter qu'il y ait des débordements. Mais pour l'instant, ils ont leur autonomie. Ils ont mis en place une commission électorale qui a du mal à interpréter les tests pour choisir les candidats et qu'en fin de compte, le club vote. C'est le club qui vote. C'est une fédération de clubs. Donc voilà, c'est le club qui vote. Donc le ministère n'a pas à s'impliquer dans cette gestion interne. Nous souhaitons simplement que rapidement les choses se mettent en place, qu'il y ait une nouvelle gouvernance, qu'elle puisse respecter les contrats d'objectifs et que cette gouvernance permette que la filière sportive devienne une filière économique bien structurée et qui nous permet donc de voler de victoire en victoire. Alors nous souhaitons que rapidement, c'est ce que nous souhaitons, que rapidement qu'ils règlent leurs contradictions. Je pense qu'ils ont convoqué des réunions pour régler des assemblées générales, pour qu'ils puissent régler ça entre eux. Mais si la crise devait perdurer, en ce moment-là, les instances internationales de football et le ministère, en liaison avec le ministère, devraient trouver une solution. Parce que nous ne pourrons pas rester non plus dans cette situation de torpeur pendant très longtemps. Voilà, donc c'est pour dire que pour l'instant, c'est l'appel que nous avons lancé. Nous faisons confiance aux dirigeants sportifs. Nous leur faisons confiance. Il faut qu'ils recréent la confiance entre eux-mêmes, qu'ils reprennent l'ouvrage, qu'ils s'entendent et que rapidement, c'est 80 clubs se retrouvent et qui désignent une nouvelle équipe fédérale et qu'à partir de ce moment, nous puissions donc revenir au contrat d'objectif et leur donner tous les moyens que l'État leur donne. Chaque année, la moitié de la parafiscalité collectée dans ce pays est reversée pour le football. Donc c'est beaucoup de moyens que l'État met à leur disposition et nous souhaitons que la gouvernance s'améliore pour que rapidement, on canalise les passions, parce que le sport c'est ça aussi. Il y a beaucoup de passions. Il y a beaucoup de passion, qu'on canalise les passions, qu'on revienne à l'essentiel, à l'esprit du fair play, de la fraternité et de la convivialité. Monsieur le ministre, vous nous avez parlé de votre parcours qui est absolument riche et très inspirant pour les jeunes que nous sommes et ces autres jeunes qui vous regardent. Durant tout ce parcours, est-ce qu'il y a eu des moments particulièrement difficiles où vous avez pensé par exemple à renoncer à votre engagement politique ou à contrario, quels ont été les moments de fierté? Quelles sont vos plus grandes joies, en fait, par rapport à votre engagement public? La plus grande joie dans l'engagement public, c'est quand vous sentez que vous faites des réalisations qui servent la communauté. Moi, j'ai eu toujours des larmes aux yeux quand je vois mes mamans d'Atekoubé
chaque année, à l'occasion des vœux, m'apporter des vivres, des pagnes, m'apporter leur sourire, m'apporter leur bénédiction. Je me rends compte que je suis utile. Ça n'a pas de prix de savoir que vous avez été là pour construire une école, pour soigner des parents malades, de permettre à certaines personnes d'avoir le rêve d'aller prier à la Mecque ou à Jérusalem ou à Lourdes, de savoir que vous avez été là à l'occasion des funérailles où la veuve était en détresse. Vous l'avez aidé à scolariser ses enfants. D'avoir été là au moment où des gens ont fait des accidents. Vous les avez aidés à se soigner. D'avoir été là pour donner un coup de pouce. Simplement un jeune, payer ses études et vous vous rendez compte qu'aujourd'hui il est devenu ingénieur. Médecin. Il est devenu ingénieur. Il est devenu peut-être même policier ou gendarme ou enseignant. Et ils sont nombreux comme ça. Ces jeunes que nous avons pu aider de façon, souvent même de façon anonyme, sans savoir, mais qui ont pris leur destin en main et qui apportent aujourd'hui quelque chose à leur famille. Et des moments plus difficiles? Il y a eu des moments même de doute, souvent aussi. Quand vous faites tout ça et que vous vous rendez compte que dans le milieu politique, il y a de la méchanceté. C'est la politique, non? Mais c'est normal, mais vous vous rendez compte qu'il y a de la méchanceté gratuite. Les gens, sans même vous connaître, portent des jugements de valeur. Moi, je n'ai jamais été fonctionnaire. Et j'ai pris le risque très tôt de créer une entreprise. Oui. Mais j'ai fait de cette entreprise une création de richesse pour mieux la partager. J'ai créé Convergence, mais je ne me suis pas limité à la Côte d'Ivoire. J'avais 10 agences à travers l'Afrique, au Bénin, au Togo, au Gabon, au Cameroun, au Niger, au Mali, au Burkina, au Sénégal. J'ai créé de la richesse pour mieux la partager et donner de l'expérience aux jeunes Ivoiriens. Certains aujourd'hui sont devenus des grands managers et ça me fait plaisir de savoir que grâce à cette rampe de lancement que je leur ai donnée, ils ont pu eux aussi créer des entreprises, créer des emplois. Quand je me rends compte que grâce à moi, tout cela a été possible, je me rends compte que j'ai été utile. Le marketing du bartering, c'est moi qui l'ai développé en Côte d'Ivoire. Et de savoir que j'ai pu créer ce déclic qui a permis à de nombreux autres jeunes de créer des régies publicitaires. Mais c'est bien. Mais il y a des moments de doute, comme je vous le disais en politique, où on se sent poignardé, on se sent dénigré, on se sent incompris. Mais bon, heureusement que ces moments-là passent. Vous avez le cuir épais? Vous dites? Vous avez le cuir épais? J'ai le cuir maintenant, aujourd'hui, un peu plus épais. Oui. Parce qu'au début, je voyais cela avec beaucoup de déception. Mais maintenant, je vois ça comme des aliments nécessaires pour faire grandir votre corps politique. Et je pense que c'est utile aussi de pouvoir prendre souvent des coups injustes parce que cela vous réveille et vous amène à savoir que partout où il y a l'homme, il peut avoir l'hommerie avec toutes ses rancœurs, avec son haleine fétide. Mais tout ça fait partie de la vie. Mais je suis un homme positiviste. Je pense que l'homme est perfectible. Et je pense qu'il n'y a pas plus grand service à faire que de servir les hommes. Au-delà des fonctions, au-delà de tout, moi je suis un élu d'abord. Et je ne suis pas un élu d'une grande métropole. Je suis un élu de base d'Atekoubé, du quartier difficile, du quartier modeste. Et c'est dans cet environnement que je suis resté pendant 3 décennies. Vous nous avez parlé du sport que vous faites le matin, vous nous avez parlé de vos activités au Rotary. En dehors de toutes vos fonctions, comment le ministre Paulin-Claude Danho passe son temps libre? Comment il se distrait? Quelles sont ses passions? Aller au sanctuaire marial d'Atekoubé, par exemple, le jeune catholique à Tchang que vous êtes? Oui, moi je suis, vous le savez, profondément spirituel et croyant. Donc ma foi est le socle de ma vie. Voilà, donc si je vous dis que je vais au sanctuaire, pour moi ce n'est pas exceptionnel. C'est une banalité. C'est pas exceptionnel. Oui. C'est ce que je fais tout le temps. J'ai la chance d'avoir le sanctuaire dans ma commune.
Si je vous dis que je vais à la messe tous les dimanches, bon, c'est banal, parce que pour moi, ça fait partie de mon vécu quotidien. Voilà, donc ce n'est pas ça qui est exceptionnel. Mais par contre, je suis un mélomane. J'aime la musique. Je vous l'ai dit que j'ai créé l'ensemble vocal de l'université. Tout à fait, oui. J'aime la bonne musique grégorienne, la musique classique. Vous chantez? La musique tout court. Je suis un grand bassiste. Oui. Je suis un chanteur, mais de cœur. Oui. Pas un chanteur individuel, mais dans le cœur. J'ai créé l'ensemble vocal de l'université pour dire que j'aime la musique. Et toutes les musiques. Voilà. J'aime la musique et j'aime le sport. Et je lis beaucoup. Parce que ce qui forge et nourrit l'esprit, c'est la lecture. Je lis beaucoup et à mon chevet, il y a toujours 1 ou 2 livres en cours de lecture. Parce que je pense que cela permet de relativiser son jugement, de savoir qu'il y a des thèses et des antithèses dans la vie sur plusieurs problématiques. Donc je lis beaucoup et j'aime aussi aujourd'hui surfer beaucoup à cause de l'économie numérique qui nous permet donc d'avoir des avis rapides, nombreux et pertinents. Vous avez un compte sur les différents réseaux sociaux? Mais naturellement, pour l'ingénieur que je suis, j'ai été très vite happé par l'économie numérique. J'ai un compte sur tous les réseaux. Y compris Instagram, par exemple? Instagram, Facebook, Twitter. Que vous gérez vous-même? Naturellement. Très intéressant. Il y a d'autres comptes qui ne sont pas gérés par moi-même. Oui. Mais mes comptes personnels sont gérés par moi-même. J'essaie de les gérer le compte officiel. Parce officiel, que oui. Voilà. Il y a plusieurs comptes, mais j'ai un compte officiel que je surveille moi-même et que je gère moi-même. Twitter, Instagram et tous les autres. J'ai même, grâce à ma fille, TikTok. Non, c'est pour dire que je suis sur tous les réseaux. Oui. Et je pense qu'à ce niveau, il nous faut améliorer la culture de la jeunesse et des jeunes, d'une manière générale, sur les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux peuvent devenir un instrument puissant de création de richesses, d'édification personnelle. Et je pense qu'à ce niveau, ce n'est pas souvent optimisé. Monsieur le ministre, on a souhaité que vous commentiez une photo qui vous tient particulièrement à cœur. Et vous avez choisi une image avec le Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. Pourquoi cette image-là? Qu'est-ce que ça suscite en vous? Que voulez-vous partager avec nous en choisissant cette image-là? C'est beaucoup d'émotions. Parce que j'ai découvert et connu un homme exceptionnel, de la même génération que nous. Un homme affable, mais un homme très compétent, un ingénieur, mais qui a un sens élevé de l'État. Il était tellement viscéralement attaché au pays et au travail bien fait qu'il a tout donné, tout, jusqu'à Jusqu'aux derniers jours. Laisser la vie au service de la Côte d'Ivoire. Et moi, qui l'ai côtoyé, qui a eu l'opportunité, grâce à lui, d'être au gouvernement et d'être à ses côtés pendant des moments d'échange personnels, j'en retire beaucoup pour moi-même, pour mon engagement. Et je pense qu'il a laissé un message de vie, une trace qui peut inspirer les jeunes générations. Parce qu'il a été à la fois brillant par son parcours scolaire, il a été très engagé pour le pays, il a démontré qu'on peut faire de la politique avec beaucoup de loyauté et avec beaucoup d'humilité. Et cette photo où il m'embrasse, il me passe beaucoup de messages pendant cette étreinte. J'ai senti qu'aujourd'hui, où il n'est plus là, que j'ai la lourde et personnelle responsabilité de ne pas le décevoir par rapport à ce qu'il a été et par rapport à ce qu'il a voulu être comme relais de service de la communauté. Et ça, c'est quelque chose de fort quand on est dans l'action publique. Savoir que tout ce que nous faisons, à un moment donné, nous le faisons pour les autres, à cause des autres et pour le rayonnement de notre pays. Et ça, c'est le dernier message que moi je veux laisser
que vous me permettez de laisser aux jeunes qui nous regardent. Il faut se dire que dans la vie, nous devons nous créer nous-mêmes nos opportunités. La vie n'est pas linéaire. Et puis la vie n'est pas classique. Vous avez entendu dans nos échanges que je viens d'Atekoubé, un quartier modeste. Et aujourd'hui, je suis ingénieur, j'ai été chef d'entreprise que j'ai créé par moi-même. Et par la grâce de Dieu, je suis maire de la commune que je sers depuis ces 30 dernières années. Je suis maire depuis 20 ans. Les populations m'ont renouvelé et me renouvellent leur confiance, nonobstant tous les aléas politiques. Je suis chef d'entreprise parce que j'ai voulu créer de la richesse pour mieux la partager, donner des opportunités dans plusieurs pays où j'ai créé des agences pour que les jeunes reprennent le flambeau. Et puis, je suis aujourd'hui, par la volonté et grâce à la cooptation du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et par la décision du président Alassane Ouattara, je suis au service de l'ensemble de nos concitoyens en tant que ministre des Sports. Et je vous ai indiqué ce que le sport peut apporter à notre pays, à la jeunesse de notre pays. Si le sport devient, comme nous sommes en train de le faire, une industrie, c'est une nouvelle rampe de lancement qu'on donne à ceux qui seront des sportifs de haut niveau, ceux qui vont graviter autour de l'économie du sport, soit dans l'audiovisuel du sport, soit dans la billetterie du sport, soit dans la création d'événementiels autour du sport. Donc je me sens utile à notre pays. Je pense que vous aussi, vous pouvez être utile où vous êtes. Saisissez les opportunités d'entrepreneuriat. Saisissez les opportunités pour prendre votre destin en main sans parti pris. Les partis passent et se restructureront, mais vous et le pays, vous avez votre mot à dire. Et je pense que les jeunes ont leur mot à dire, qu'ils canalisent leur passion, qu'ils canalisent leur intelligence et qu'ils essaient de créer des opportunités pour eux-mêmes et pour notre pays. Monsieur le ministre, Paulin-Claude Danho, nous arrivons au terme de notre entretien. On va maintenant vous demander, si vous le voulez bien, de laisser un mot dans notre livre d'or à destination de notre média et aussi à destination de tout ce public, tous ces internautes qui nous regardent aujourd'hui et qui liront ces mots-là et qui les garderont pour eux-mêmes et qui probablement trouveront dans ces mots-là une forme de motivation à s'engager aussi dans la vie publique et à s'engager dans la vie de la cité. Merci. En ce jour du 20 août 2020, j'ai eu la grande opportunité de revisiter mon parcours personnel, de retourner sur mes pas et de réaliser le long chemin parcouru, dans la peur, dans l'allégresse, mais aussi souvent dans le doute. Puissent ces mots partagés dans cette émission éclairer et inspirer les jeunes générations, que cette initiative inonde la toile. J'ai beaucoup appris de cette introspection à visée un peu autobiographique. J'ai aussi découvert la force créatrice d'une jeunesse ivoirienne qui ose, qui portera certainement nos espérances. Félicitations et courage à vous pour que vive GTKM dans une Côte d'Ivoire prospère, rayonnante et en paix. Bien fraternellement, Paulin-Claude Danho. Monsieur le ministre des Sports, Paulin-Claude Danho, merci de nous avoir reçus aujourd'hui pour partager avec nous ce qui est une histoire de Côte d'Ivoire absolument singulière, une histoire faite d'amour du prochain, d'implication dans la cité, d'entrepreneuriat et surtout de volonté de servir son pays et l'Afrique en général. Amis internautes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers abonnés de GTKM, nous espérons que vous avez été inspirés par cette histoire
d'un personnage et d'une personnalité qui fait la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et qui ne cessera sans doute pas de s'impliquer dans celle de demain. À bientôt.